Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Gilles Effron, cofondateur, président d'Expert Connect, une entreprise à mission qui lutte pour favoriser l'emploi des seniors. Pour le débat de l'émission, je vous propose un gros plan sur la communauté. Les entreprises s'engagent, groupement d'intérêt public qui réunit dans chaque département les entreprises et les services de l'État pour agir pour une société plus inclusive et une économie durable. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, vous découvrirez la méthode MECOA pour guider les entreprises dans leur stratégie RSE. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Gilles Effron, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur, président d'Expert Connect, entreprise créée en 2005. C'était quoi votre idée, votre ambition de départ ? Écoutez, c'est de valoriser l'expérience des seniors, qui aujourd'hui représentent un potentiel gigantesque, qui n'est pas assez exploité, utilisé. Voilà, donc tout le modèle repose sur cette démarche. Depuis 2005, nous avons développé un concept baptisé collaboration post-retraite. C'est quoi la collaboration post-retraite ? Alors justement, c'est l'organisation de la possibilité de rappeler des retraités. Et alors en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect évidemment du retraité, sa motivation et l'intéresser à continuer à rester actif. Et de l'autre côté, c'est permettre aux entreprises d'avoir accès à tout ce savoir, à toute cette expérience. Dans quel secteur vous travaillez ? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est plus facile de proposer ce concept de collaboration post-retraite ? Alors, tous les secteurs sont concernés, j'ai envie de dire, bien sûr. Mais là où on démarre, on est le plus sollicité, c'est plutôt les secteurs, on va dire, à cycle long, complexes, les programmes, vous voyez, les grands programmes, tout ce qui est infrastructure. Donc, on va retrouver l'énergie, le ferroviaire, l'aéronautique, construction des bâtiments, les ouvrages d'art. Le naval, enfin voilà, tous ces secteurs à cycle long, tout le monde comprend bien l'intérêt de garder l'expérience des anciens. Est-ce que depuis 2005, vous avez, je sais pas, des chiffres, combien de seniors vous avez accompagnés ? Oui, alors aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres sur Expert Connect, donc aujourd'hui Expert Connect, c'est pas loin de 10 000 experts et spécialistes à la retraite. C'est à peu près une vingtaine d'accords cadres conclus avec des grands groupes internationaux qui ont inclus dans leur politique d'entreprise la collaboration post-retraite. C'est 5 filiales en Europe, donc France, Allemagne, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, une filiale à Singapour pour tout ce qui est mission hors Union européenne et des partenariats à l'international comme aux États-Unis ou au Canada pour mener des missions dans le monde entier. Alors, on va faire deux chapitres, là, côté entreprise et côté retraité, pour parler des avantages de la solution que vous proposez. D'abord, côté entreprise, pourquoi s'intéresser aux retraités, alors qu'on voit par ailleurs qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui commencent à imaginer mettre leurs salariés dehors quand ils ont passé 50, 55 ans, c'est de plus en plus tôt parfois. Absolument. Alors, ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, il y a pas mal de filières industrielles qui sont en difficulté sur les compétences. On prend le nucléaire, par exemple, qui est peut-être le plus emblématique de tous ces secteurs. Et donc, effectivement, il faut distinguer peut-être parmi les salariés, et donc les seniors, ceux qui détiennent des savoirs. Alors, le monde n'est pas très juste quand on est actif, il n'est pas plus juste à la retraite. Mais donc, il y a un certain nombre de personnes qui détiennent des savoirs, qui ont vraiment une expérience très riche, souvent les gens les plus passionnés. Et ce sont ceux-là, évidemment, qui continuent à intéresser les entreprises et qui veulent pouvoir les rappeler parce qu'aujourd'hui, elles ont une vraie préoccupation, un enjeu majeur sur la préservation de leur savoir et la transmission aux jeunes générations. Et la montée en compétences des jeunes est un enjeu majeur. Donc, il ne faut surtout pas opposer, si vous voulez, le rappel des retraités au travail et au recrutement nécessaire, bien sûr, des nouvelles générations. Par contre, leur mettre le pied à l'étrier et accélérer la montée en compétences, ça devient un enjeu clé. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord au cadre, puisqu'on est effectivement sur des transferts de compétences, des cadres qui sont dans l'entreprise ou qui étaient dans l'entreprise depuis très longtemps, de le faire ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on a viré nos cadres les plus anciens, et puis alors on va aller chercher des retraités qui ont des compétences un peu similaires. Alors, d'abord, ce n'est pas toujours les mêmes. Non. Et puis, les entreprises cherchent à gérer au plus juste leurs effectifs, et donc tout le monde est très chargé. Et donc, assurer la transmission en même temps d'autres activités qu'ils ont à mener par ailleurs, c'est une charge supplémentaire. Et donc, justement, pour les décharger et accélérer cette montée en compétences, s'appuyer sur des anciens, c'est évidemment un levier très, très puissant. Et avec une capacité d'adaptation, ça m'intéresse aussi. Côté entreprise, comment ces retraités qui arrivent pour des missions ponctuelles, qui durent quelques mois, j'imagine, comment l'interface se fait ? Est-ce qu'ils sont rapidement opérationnels, en fait ? Alors,
Oui, c'est un peu l'intérêt justement d'aller rechercher des anciens. Alors pas toujours dans la même entreprise d'ailleurs. Par contre, ce sont des gens qui ont une vraie connaissance, une expérience, qui connaissent bien les produits, les process, l'environnement, même si ce n'est pas toujours le dernier employeur. Et donc, ils sont plus rapidement opérationnels. Et donc ça, c'est un atout majeur pour s'appuyer sur eux. Alors je précise qu'en termes de flexibilité, vous avez évoqué la durée des missions. Ça peut aller de la journée jusqu'à du temps plein pendant quelques mois. Mais rarement du temps plein. Ils n'occupent pas un poste, bien évidemment. Hein, c'est un sujet très sensible. Hein. Et eux-mêmes, d'ailleurs, à la retraite, ne souhaitent généralement pas non plus être occupés à temps plein. C'est plutôt un équilibre à trouver entre une activité par ailleurs et celle professionnelle qu'ils souhaitent continuer à mener. Pour une entreprise, est-ce que ça coûte moins cher de faire appel à un retraité ? Alors, ça dépend quel est votre référentiel de comparaison. À compétences équivalentes, parce qu'il faut toujours comparer ce qui est possible, donc des gens qui ont une quarantaine d'années d'expérience, vous admettrez qu'il n'y en a pas beaucoup, puisqu'ils sont justement mécaniquement partis à la retraite. Donc oui, c'est un schéma compétitif, nous sommes compétitifs, et je peux, comme ça, pour essayer de vous donner un positionnement, c'est à peu près équivalent à ce qu'il coûtait quand ils étaient salariés dans l'entreprise, avec évidemment tous les atouts de la flexibilité et du juste nécessaire en termes d'intervention. Alors, côté retraité, maintenant, les premiers, leur retour d'expérience, quels avantages ils trouvent à la solution Expert Connect ? On n'a que des retours très positifs. En fait, alors on parle encore une fois des gens qui ont fait des belles carrières, alors quel que soit le niveau, hein, et donc qui sont passionnés. Et donc bien évidemment, le départ à la retraite, c'est toujours un peu un déchirement, c'est toujours une difficulté à vivre. Et donc rester dans un domaine de passion toujours actif à la retraite, c'est pour eux très important en termes d'équilibre, mais c'est aussi donc c'est une reconnaissance. C'est redonner du sens à leur vie, c'est continuer à garder à être utile, continuer à transmettre. Donc c'est finalement ça qui est le plus... Garder un rôle social. Un rôle social, oui, une raison, absolument. C'est plus difficile. Et ils ont conscience généralement de tout ce qu'ils ont acquis, et donc ils ont à cœur de vouloir le transmettre et de continuer à rester actifs. Alors nous, Expert Connect, on les accompagne en leur donnant tout un environnement pour à la fois administratif, commercial, les assurances, donc il y a tout un schéma complet qui fait que tout ça est très facile et qu'ils sont très heureux d'être chez Expert Connect. Parce que souvent, d'ailleurs, là on parle effectivement de retraités qui ont l'expérience et le savoir, c'est ce que vous nous disiez. Donc des femmes, des hommes qui ont été à des postes de responsabilité importants. Il y a un contraste tellement violent entre le moment où on était à ces postes de responsabilité et le moment où d'un seul coup on n'a plus d'existence sociale. Ce que je dis est dur, mais c'est comme ça que c'est ressenti souvent. Donc là, c'est un moyen de lutter contre cet abîme qui s'ouvre devant ses pieds, c'est ça ? Complètement. Non. Alors vous disiez, ce sont des gens qui avaient des grosses responsabilités, etc. Chez Expert Connect, on a tous les niveaux. Donc ça va effectivement des grands patrons, grandes patronnes, à des gens plus modestes, ou des ouvriers, des techniciens spécialisés. Mais avec une connaissance, avec un savoir spécifique. Et qui sont encore une fois des passionnés. Et donc c'est une quasi-nécessité pour eux de continuer à transmettre et de rester actifs. Fierté pour soi, pour la société, contribution à la vie des entreprises. Est-ce que je vais poser une question qui peut-être semble un peu ridicule, mais est-ce que vous les voyez en meilleure forme que ceux qui font pas ça, quoi ? Alors, nous, on voit ceux qui continuent à travailler, donc on ne voit pas les autres. Mais de toute évidence, oui, il y a un impact sanitaire, sur la santé, qui est évident, qui est prouvé. D'ailleurs, il y a eu des études. Le docteur Françoise Forette l'a fait il y a quelques années, et qui a démontré que des maladies neurodégénératives se manifestaient moins ou plus tard du fait de garder une activité un peu challenging. Donc, le travail, évidemment, c'est une des meilleures activités qu'on puisse mener. Effectivement, je l'ai dit en présentant votre entreprise dans les titres, vous êtes Expert Connect, une entreprise à mission. Depuis quand et pourquoi ce choix ? Nous, c'est notre ADN, vous l'avez compris. En fait, depuis 2005, nous l'étions, sans le savoir. Donc, on a quelque part officialisé cette activité. Donc, pourquoi ? Pour faire reconnaître ce statut. Et aujourd'hui, c'est recherché. Et puis, l'inscrire dans notre statut en se mettant des objectifs et des indicateurs de suivi, ça permet aussi, nous, de maintenir un cap. Et ça nous aide aussi en termes de communication, c'est certain. C'est un label qui est de plus en plus recherché aussi par nos clients, qui souhaitent s'appuyer sur des entreprises qui sont qualifiées. Et donc, on a une raison d'être, qui est de faire évoluer le regard de nos sociétés sur les seniors, en valorisant l'expérience et en la connectant aux projets et aux besoins de nos clients. Est-ce que vous le voyez vraiment évoluer, ce regard ? Oui. On est moins jeuniste qu'on ne l'était il y a quelques années. On l'est moins, il y a toujours des freins, c'est certain, mais quand on a démarré en 2005, je peux vous dire que là, vraiment, on nous regarde de travers, voilà. En fait, on piquait le job des jeunes, etc. On nous sortait des verbatims complets sur tout ce qu'on était. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais je considère toujours aujourd'hui qu'il y a un gigantesque gâchis.
Si vous voulez, il y a quoi, 1,5 million de personnes qui partent à la retraite chaque année. Donc imaginez, alors, tous ne vont pas évidemment travailler, tous n'ont pas envie, mais aujourd'hui, il y a à peine 1 ou 2% de cette masse de compétences qui reste active, donc c'est très très peu. Donc je pense qu'il y a un levier gigantesque à activer, et je pense que si on se compare par rapport à des pays qui sont beaucoup plus jeunes et qui forment un très grand nombre des ingénieurs, nous avons un atout. C'est notre expérience, voilà, ce sont nos seniors. Et donc on va devoir y venir, on va être contraint, la démographie est là et donc nous tire dans cette direction, donc ça devient une évidence. Merci beaucoup, merci Gilles Effron, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la communauté des entreprises engagées. Les entreprises s'engagent, c'est la communauté française des entreprises engagées. Je vous propose de la découvrir tout de suite avec sa coprésidente Sylvie Géano. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes également PDG de Dalkia et son coprésident Thibault Guilhuy. Bonjour et bienvenue, vous êtes haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Alors les entreprises s'engagent, il y a un partenariat avec Bismart qui continue et je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour régulièrement, tous les mois, on aura des binômes d'entreprises qui s'engagent, mais je veux bien, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément, que vous nous présentiez cette communauté. Sylvie Géano, c'est quoi vos objectifs? Quels sont vos objectifs? Alors, nos objectifs, c'est de faire en sorte que les entreprises s'engagent plus autour d'une société plus inclusive et plus durable. Donc, vous savez, aujourd'hui, les entreprises souhaitent s'engager. On a fait un sondage dernièrement, 80% des chefs d'entreprise disent qu'ils fixent des engagements environnementaux et sociétaux. Ils se fixent. Par contre, quand on regarde la réalité, ils disent que ce n'est pas si facile à mettre en place. Eh bien, le groupement d'intérêt public que nous avons créé, donc mon coprésident Thibault Guilhuy qui est avec moi, c'est une structure originale qui est une coalition entre les pourvoirs publics et les entreprises. Ouais. Alors, moi d'ailleurs, ici, je suis aussi la représentante des entreprises, puisque je préside l'association des mécènes. Ouais. Et cette coalition, quand je dis les pouvoirs publics, c'est à la fois l'État, l'opérateur qui est Pôle emploi, parce qu'on va beaucoup travailler autour, évidemment, des questions d'emploi, et les entreprises qui s'engagent pour aller recruter des profils un peu différents, qui sont éloignés de l'emploi, par exemple. On va y revenir. Et puis aussi des entreprises qui ont envie de réduire leur empreinte carbone. Oui, ça, c'est effectivement un objectif important. Avec ce groupement d'intérêt public, donc création avril 2022, qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi l'élément supplémentaire? Pourquoi créer ce groupement d'intérêt public? L'initiative, elle part d'abord d'une rencontre entre une centaine de chefs d'entreprise et le président de la République en 2018. Oui. Et qui dit, bien sûr, il faut qu'on se mobilise pour accompagner le développement des entreprises, pour qu'elles créent des emplois, pour qu'elles exportent, pour qu'elles innovent, pour qu'elles relocalisent. Mais on a des défis sociétaux et environnementaux sur lesquels les pouvoirs publics seuls ne peuvent pas les affronter. Mais ce qui est vrai pour les pouvoirs publics l'est tout autant des entreprises qui seules, la somme des initiatives, font pas forcément toujours une solution face à ces immenses défis qui sont devant nous. Et il faut qu'on apprenne à travailler mieux ensemble, à collaborer, à parler le même langage, parce que finalement, ces défis sociaux et sociétaux, c'est aussi important pour la société et pour les pouvoirs publics que pour les entreprises. Donc c'est quoi, créer des espaces communs de coopération, de rencontre entre l'État et les entrepreneurs, c'est ça? Oui, mais c'est en fait... Mais au niveau départemental, c'est pas une initiative... Alors c'est très concret. Il y a plein de politiques qui peuvent être concernées. Par exemple, sur l'insertion des personnes en situation de handicap. Ouais. Depuis longtemps, il y a des politiques qui sont portées par le ministère du Travail pour pouvoir encourager, faciliter, voire même des fois avoir des subventions ou des aides aux entreprises qui recrutent des personnes en situation de handicap. Mais les entreprises elles-mêmes ont leurs propres pratiques là-dessus. Et en fait, maintenant, on est plutôt dans la co-construction en fait, des politiques publiques pour se dire comment on peut être plus efficace. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ajuste? Parfois aussi les lourdeurs administratives, un petit peu trop de bureaucratie qui va freiner le passage à l'action des entreprises. Et ce que disait Sylvie Joanneau, c'est très important dans l'ADN des entreprises s'engagent. C'est pas dans le déclaratif. Ok, on a envie de s'engager. Mais si vous allez sur le site d'ailleurs lesentreprisessengagent.gouv.fr, en fait, c'est le guide pour l'action. Le guide pour l'action concrète. J'ai envie de m'engager, tiens, je peux proposer des immersions, je peux faire de l'apprentissage. Domaine par domaine, il y a différents domaine par domaine, parce qu'on ne peut pas s'engager dans tous les sujets. Ça dépend aussi de l'entreprise, ça dépend aussi de la culture du dirigeant, de ses collaborateurs. Et ils vont se saisir de ces... on a fait un jeune une solution, par exemple, sur
vous voyez, un jeune solution, c'est très concret. On a toujours eu un problème dans ce pays avec l'insertion des jeunes. On était les derniers de la classe européenne. Eh bien, avec Elisabeth Borne, on a mis certes des milliards d'euros pour pouvoir aider à l'apprentissage, au recrutement, à la formation, mais si vous n'avez pas un mouvement dans le pays des entreprises pour s'engager auprès des jeunes, ça ne marche pas. On a démarré à 35, on est maintenant plus de 40 000 engagés sur un jeune une solution. Sylvie Giano, justement sur la jeunesse, des exemples concrets d'engagement des entreprises qui font partie de la communauté. Mais écoutez, c'est très concret. Et effectivement, il y a un jeune une solution, c'est un programme national, par exemple, qui a donné un outil avec une plateforme numérique où les entreprises mettaient leurs offres et les jeunes allaient chercher les possibilités de stage, d'immersion. Et après, le terrain. 101 clubs sur le terrain, dans chaque département. On reconstitue cette alliance entre les entreprises, Pôle emploi et les préfectures pour aller construire des actions. Alors, par exemple, on a une action qui s'appelle le Stade vers l'emploi. Le Stade vers l'emploi, c'est utiliser finalement un événement sportif pour aller chercher d'autres qualités chez les jeunes, une capacité d'adaptation. Et à partir de là, on organise des rencontres entre les entreprises et des jeunes. Et derrière, à peu près à 65% d'ailleurs, des jeunes repartent avec une immersion, un stage, une offre d'emploi. Et ça, c'est vraiment extrêmement concret, effectivement, sur le terrain. Le levier principal, enfin, l'objectif principal, c'est l'insertion professionnelle, quand même. Alors, parce que j'ai listé, j'ai regardé en préparant l'émission toutes les options d'engagement en quelque sorte. Il y en a beaucoup quand même qui concernent l'insertion professionnelle. Il y en a beaucoup qui concernent l'emploi. Ça a été vraiment notre grand cheval de bataille, si je peux le dire comme ça. Il y a aujourd'hui 1 million de jeunes qui sont ce qu'on appelle l'expression anglaise les NEETs, qui sont sans emploi, sans formation, sans éducation. Et donc, on a envie d'aller chercher ces jeunes, de les remettre en selle, parce que le travail, c'est aussi la dignité. C'est l'abbé Pierre qui disait ça. Et donc, oui, on s'intéresse à toutes ces personnes qui ont besoin d'aller se remettre en selle et de trouver peut-être une autre façon d'être à la rencontre des entreprises, justement. C'est ça aussi l'insertion. Ça concerne aussi des personnes en situation de handicap, évidemment, et puis ça concerne les quartiers prioritaires de la ville aussi, naturellement. Comment l'État, concrètement, et notamment le service public de l'emploi, va jouer son rôle dans ce dispositif ? D'abord, il y a déjà beaucoup de choses qui existent en fait. Oui. Et vous voyez, il y a des outils, par exemple, Stade vers l'emploi. C'est génial. Enfin, vous invitez 100 demandeurs d'emploi, une quinzaine de chefs d'entreprise. Ils viennent en short, en jogging. Ils font du sport pendant 1h30 ou 2 heures et c'est après qu'ils se découvrent là-dessus. Simplement, il faut donner envie et mettre en visibilité ça aux entreprises. Des outils comme ça, il y en a plein. Des aides pour passer à l'action. Par exemple, on a un truc qui s'appelle la PMSMP. Déjà, si vous parlez de PMSMP, un chef d'entreprise, il part en courant. Mais en fait, on appelle ça maintenant l'immersion. Oui. Il fallait passer par un CERFA et puis 3 tampons. Ça, pareil aussi, on a dématérialisé. On a transformé ça en immersion facilitée. Ça, c'est Pôle emploi qui le fait. C'est simple. Ça permet à n'importe quel jeune ou moins jeune, d'ailleurs, de faire une immersion. Un jour, une semaine, un mois, c'est gratuit pour l'entreprise et en fait ça permet de mettre le pied à l'étrier, valider un projet professionnel ou finalement s'affranchir de temps en temps des stéréotypes parce que vous savez aussi quand on recrute, moi j'étais chef d'entreprise pendant 20 ans, on a parfois tendance à il n'a pas le bon diplôme, il n'a pas... et bien là, on teste. Et on a déjà plus de 40 000 entreprises qui ont rejoint la plateforme et on connecte tous les jours. Là, on a passé les 150 000 immersions qui ont été faites sur cette plateforme. Les entreprises s'engagent, c'est donner des outils concrets pour à la fois être utile à son pays, servir la cause, mais en plus de ça, trouver des talents. Sylvie Giano, est-ce que c'est aussi pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui participent au projet, un regard un peu différent sur les services de l'État. Parce que souvent, moi, quand on reçoit des chefs d'entreprise, ils mettent d'abord en avant, effectivement, le côté paperasse, administration, lourdeur, etc., etc., trop de règlements. Est-ce qu'il y a un changement de regard ? Le fait de collaborer comme ça, très concrètement. On démontre qu'effectivement, que cette coalition originale fonctionne sur le terrain, avec chacun sa compétence. Et moi, j'ai envie de dire, les entreprises s'engagent. Cette plateforme, à la fois numérique et humaine, pour les entreprises, c'est accéléré.
c'est accélérer dans ces objectifs environnementaux et sociétaux. Parce que, évidemment, les très grandes entreprises, elles ont leurs services, leurs fonctions support, les DRH, les directions de responsabilité sociétale. Mais toutes les PME qui sont évidemment dans les 70 000 aujourd'hui, la communauté, ça rassemble 70 000 entreprises, eh bien, elles sont là avec des pairs et elles ont à disposition un dispositif très concret avec des événements, des formations, une plateforme numérique qui leur permet d'aller plus vite dans ces engagements qui sont maintenant incontournables pour les entreprises. Les entreprises savent qu'elles doivent s'engager à la fois pour un recrutement plus inclusif, pour des objectifs également environnementaux, parce que c'est à la fois facteur de performance, ça j'en suis absolument convaincue, et aussi facteur d'attractivité demain pour les salariés à l'intérieur de l'entreprise. Je vous pose la même question inversée. Est-ce que le regard des agents de l'État qui participent à la communauté Les entreprises s'engagent, il change aussi un peu sur le monde de l'entreprise ? Déjà, moi, mon expérience personnelle, parce que je dois avouer que j'étais chef d'entreprise pendant 20 ans. Les deux. Et je pouvais aussi avoir un peu le regard, parfois un peu facile aussi du chef d'entreprise. Je parle de tous les autres. Voilà. Et quand vous allez dans les services publics, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses hyper intéressantes et hyper utiles. Sauf qu'on ne parle pas le même langage. Les acronymes, là, je vous parlais de PMSMP, mais je pourrais vous parler de POEC, de POI, d'AFPR. Et donc ça, moi non plus, je n'y comprenais absolument rien. Ça fait fuir, ça fait peur même. Mais derrière, si on gratte un peu, mais c'est des outils formidables pour pouvoir aider les entreprises. Par exemple, derrière la POE, c'est une préparation opérationnelle à l'embauche. Concrètement, vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez des difficultés à trouver des candidats. C'est le cas d'à peu près toutes les entreprises dans ce pays en ce moment. Vous trouvez un candidat qui est motivé, mais il n'a pas forcément toutes les qualifications qu'il faut. Eh bien, Pôle emploi finance la formation, 400 heures, formation, adaptation, on essaye sur le poste, on peut adapter la formation exactement aux besoins de l'entreprise, c'est formidable. Simplement, il faut faire la connexion. Autre chose, là je sors du comité interministériel à la ville, il y avait tous les ministres, il y avait Olivier Dussopt, il y avait Elisabeth Borne. La bataille pour les quartiers. Moi, dans les quartiers, il y a des tonnes de gens qui sont qualifiés, qui ont des talents, qui entreprennent là-dessus. Mais ils ne sont pas connectés aux entreprises. Avec les entreprises s'engagent. Dans le cadre de ce programme pour les quartiers qui est porté par le gouvernement, on lance un patron dans ma ville. Amener les chefs d'entreprise dans les quartiers pour recruter. Et ben voilà, merci beaucoup. Il y a encore plein d'autres initiatives à découvrir. Ça tombe bien, on va recevoir tous les mois un binôme d'entreprises qui s'engage de la communauté des Françaises entreprises engagées. Merci encore d'être venu participer à ce Smart Impact. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Aurélie Giraud, bonjour, bienvenue. Vous êtes la présidente de l'UM Transition, créée il y a 10 ans, et vous venez nous parler d'une branche de l'entreprise qui s'appelle MECOA. Peut-être une question générale pour commencer. Votre métier, c'est l'accompagnement RSE des PME, PMI, on peut dire ça ? Oui. Exactement. C'est l'objectif de MECOA, c'est d'aider les dirigeants et les dirigeantes de PME à transformer leur entreprise pour être en conformité avec les politiques RSE. Alors MECOA, c'est une méthode avec 3 verbes, on va dire, clés, mesurer, comprendre, agir. Comment vous l'avez pensée, cette méthode ? Alors en fait, initialement, nous on vient de l'action opérationnelle dans les entreprises. Donc, on n'est pas juste une entreprise de conseil, mais on est aussi une entreprise qui accompagne sur le terrain les entrepreneurs, et c'est notre métier, je dirais, d'origine. D'accord. Et en fait, MECOA, c'est une méthode qui est très structurée parce que pour changer ces méthodes et ces stratégies quand on est une entreprise, on a besoin d'avancer de manière très structurée. Donc, MECOA, c'est un acronyme qui veut dire mesurer, comprendre, agir. Oui. Le mesurer, il se fait par le biais d'un outil que nous avons développé. Cet outil permet de faire un état des lieux en fait, de la situation de l'entreprise en termes de maturité RSE. Ouais. Et cet outil, il est basé sur la norme internationale qui est l'ISO 26000. Donc cette norme, l'ISO 26000, c'est celle qui régit aujourd'hui les règles de la RSE. Ouais. Donc une fois qu'on a... c'est un diagnostic de départ en quelque sorte. C'est un diagnostic de départ auquel nous, on a rajouté une spécificité qui est la mesure du risque. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mesurer quelle est ma maturité sur l'environnement, le social, la gouvernance, etc. Il s'agit aussi, sur chacune des questions, de savoir est-ce que je prends un risque ou pas
à avoir une maturité plus ou moins faible et un risque qui peut être financier, un risque qui peut être de réputation, de développement du business, de recrutement, d'avoir des financements de la part des banques ou des investisseurs qui aujourd'hui flèchent leurs investissements sur des projets plus responsables. Donc ça, c'est la partie mesurée. Ensuite, il y a comprendre. Comprendre. Alors ça, c'est aussi notre spécificité, c'est que depuis 10 ans, en fait, on est une entreprise collaborative et donc on réunit des professionnels qui ont des expertises diverses et on met ces professionnels autour d'une table pour comprendre quels sont les enjeux et comment on y répond d'une manière holistique. Et c'est particulièrement important dans la RSE parce que la RSE, je dirais que c'est un principe un peu systémique. Quand on bouge des choses sur l'environnement, on bouge des choses sur le social. Quand on bouge des choses sur la gouvernance, on bouge des choses partout dans l'entreprise. Et donc, ne regardez... C'est quoi, une sorte de feuille de route générale que vous définissez avec vos clients, c'est ça? Exactement. Donc, une fois qu'on a le diagnostic, on sait quels sont les sujets prioritaires. Donc, ce croisement maturité et risque permet de définir ces sujets prioritaires. Et ensuite, on met autour de la table, donc ça, c'est le comprendre, les experts autour de ces sujets prioritaires pour construire cette feuille de route. Agir, donc c'est la mettre en œuvre, j'imagine, la feuille de route, tout simplement, oui. C'est ça? Alors, on n'a pas d'impact si on n'agit pas. Oui. Mesurer, c'est absolument essentiel pour répondre à la question « par quoi je commence oui. ?» Parce que quand on ne sait pas par quoi on commence, finalement, on ne va pas bien loin. Donc, on a cette réponse. Mais si on n'a pas d'action sur le terrain, on n'a pas d'impact. Est-ce que ça peut aller jusqu'à une modification, un changement du modèle économique des entreprises Parfois, c'est même tout à fait nécessaire. C'est-à-dire qu'une entreprise qui, aujourd'hui, a un modèle économique qui n'est plus adapté aux attentes de ses clients, par exemple, si elle ne change pas son modèle économique, elle va se mettre en risque d'être laissée sur le côté de la route et n'aura plus la possibilité de répondre aux attentes de ses clients. On le voit aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises qui commencent à être exclues des appels d'offres parce qu'elles n'ont pas de politique RSE, exclues des consommateurs parce que justement leurs produits sont discutables. Donc si elles ne changent pas leur modèle économique, elles vont être exclues de leur marché. Un mot de Lume Transition, qui est l'entreprise mère, qui est certifiée B Corp depuis 2020, je crois. C'est ça, oui. Alors là aussi, c'est une pression, c'est-à-dire qu'on l'est et puis il faut garder la certification. C'est quoi, comme un aiguillon en quelque sorte? Comment vous le vivez? Alors moi je vois plutôt ça comme une aide à la structuration vers des modèles responsables. D'être B Corp, ça nous a obligés effectivement à tout repenser du sol au plafond et à se reposer la question de savoir mais pourquoi on fait les choses et est-ce qu'on ne pourrait pas les faire mieux? Donc, ce qu'il faut voir dans la RSE et B Corp, c'est vraiment le principe. Alors, il y a le label Lucie aussi qui rentre dans la même veine, sauf que le B Corp est plus international. C'est de se mettre sur une trajectoire de progrès. Donc, on a effectivement une exigence pour le label d'avoir un certain nombre d'aspects de l'entreprise qui sont déjà responsables. Donc, ça nous oblige quand même à monter des marches avant d'être certifié. Et puis, une fois qu'on est certifié, on a l'obligation d'aller plus loin. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Aurélie Giraud. Bon vent à Mecoa et à bientôt sur Bismart. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier Marie Billat à la programmation et à la production, Angèle Jean Girard, le réalisateur, et Saïd Mamou pour le son. Salut.